force sous-jacente. Voilà. Mais je vous remercie de me dire ça, mais de toute façon, le roman de Proust tel qu'il a écrit est tel que quand on le reprend, à chaque fois on le lit autrement. C'est pas possible de le reprendre tel qu'on l'avait laissé. C'est-à-dire que c'est comme le train qui suit une voie sinueuse. On a l'impression entre les deux lectures qu'on a faites, quelqu'un est passé et a changé les lettres du texte. Bon, il y a toujours dans ces expériences d'enfance, il y a un détail qui reviendra par la suite. On lui offre un kaléidoscope. Vous savez, ce truc-là, tourne. Et il reprend la métaphore du kaléidoscope plus tard, justement, quand il devient plus instruit, plus cultivé, pour et ce qu'il a écrit, ce sont les visions qu'on peut avoir dans un kaléidoscope. Quelque chose qui change à vue, qui se transforme sans cesse, et on court derrière. On essaie de rattraper, puis on n'y arrive pas. Hein? C'est comme ça. Hein? C'est comme ça tout le temps. Je pense qu'un des buts de Proust, peut-être pas forcément consciemment, c'était que la lecture de son livre change l'esprit, l'état d'esprit de son lecteur. Et il y a des livres comme ça. Hein, quand on a fini le livre, on n'est plus la même personne. On a fait une expérience très très profonde et le roman de Proust. Alors, je vous précise quand même, avant de faire ce travail sur Proust, j'ai hésité parce que même si, depuis très très longtemps, je suis préoccupé par les rapports entre littérature et philosophie, je suis réticent à l'idée, si on veut faire une approche philosophique de la littérature, de s'en tenir à certains auteurs fétiches, dont Proust fait partie, mais Mallarmé, Hölderlin, etc., qui sont des écrivains pour philosophes. Hein, c'est-à-dire que ça affleure tellement à chaque page des intérêts et des préoccupations philosophiques qu'il n'y a qu'à se baisser pour ramasser, tirer les fils. Bon. Alors, moi je pense qu'il faut aussi aller regarder ailleurs, chez les autres. Chez ceux à qui on ne penserait pas à première vue. Alors j'ai beaucoup travaillé sur Jules Verne, d'ailleurs je continue. J'ai vu qu'il y avait une vitrine avec des romans de Jules Verne. C'est extraordinaire d'un point de vue philosophique. La philosophie de Jules Verne m'intéresse, s'il y en a une, ne m'intéresse absolument pas. Mais il a construit des histoires qui sont d'ailleurs des histoires d'espace. Qui fourmillent de suggestions, d'incitations à repenser nos rapports avec l'espace. Hein? Qu'est-ce que c'est que occuper l'espace? Qu'est-ce que c'est que s'orienter dans l'espace? Donc je pense qu'il y a aussi... la philosophie doit aussi aller chercher du côté de ces auteurs réputés faciles, à tort. Hein? Enfin, si... bon, Proust, ça ne peut pas être lu par n'importe qui. Il faut un certain niveau d'instruction, ça c'est certain. Jules Verne, non. Ça peut être lu, et ça se prête à des lectures à toutes sortes de niveaux. Hein? Des lectures savantes, des lectures au contraire spontanées, comme peuvent en faire des enfants. Bon, nous avions fait une séance à Cité Philo il y a quelques années autour de Siménon. Alors, Siménon, il a écrit un livre, je ne sais plus comment ça s'appelle, Ma philosophie, ou un truc comme ça. Alors, c'est pas intéressant du tout. La philosophie de Siménon, elle est dans les romans de Siménon. Et elle est, alors, là, aussi extrêmement prenante, extrêmement forte, etc. Hein? Bon, dans cet esprit, j'ai aussi travaillé sur les mystères de Paris, de Gensu, donc de la petite littérature. Qui est pleine qui nous force à penser, qui nous force à réfléchir.
Hein. Donc il n'y a pas que Proust. Il ne faut pas croire que il faut absolument aller chercher chez les grands. Hein. Les gens qui se... D'ailleurs, Proust ne joue pas ce rôle. Hein. Justement, il favorise tous les petits détails de la vie quotidienne. Il fait de la littérature dans la cuisine, hein, on épluche les asperges. Bon, c'est un épisode aussi, où apparaît la fille de cuisine que la gouvernante, enfin la bonne Françoise n'aime pas, et donc l'année où elle est là, elle est enceinte, elle est malade, et éplucher les asperges, ça lui fait mal, et donc la bonne met au milieu des asperges tous les jours, et le narrateur raconte ça, il comprend après coup pourquoi cet été-là on a mangé ton asperge. Hein. Bon, ben c'est la saison des asperges. Voilà, ben, oui. Comme je les vois. Donc, non, c'est du roman, il raconte des histoires, et il raconte ce qui se passe dans la tête des gens qui vivent à un certain moment tel ou tel incident courant de la vie quotidienne. Et d'ailleurs, qu'ils ne les vivent pas tout seuls, mais qu'ils la vivent dans un environnement où il y a d'autres personnes, et c'est ça qui est important, ces interférences, ces communications qui se passent généralement mal, etc. Alors, appelez ça, si vous voulez, de la psychologie. Mais la manière dont les psychologues, au sens d'une discipline qui se prétend scientifique, enfin, vous êtes peut-être psychologue, auquel cas je vous fâcherai. Je préfère enfin, si c'est de la psychologie, je préfère l'étudier chez Proust que chez les psychologues. Voilà. Alors, bon, mais c'est pareil, la métaphysique, elle n'est pas quand même complètement absente. Hein. Il avait, bon, manifestement, sa culture philosophique était... enfin, je veux dire, il n'a pas passé énormément de temps à lire. Il avait été très très bien formé pendant ses études, il avait été élève au lycée Condorcet, il avait eu un professeur en classe terminale de philosophie qui s'appelait Darlu, qui était un personnage qui n'a pas laissé de livres, mais qui dans la communauté savante de l'époque a tenu une place importante, etc. Et qui devait être un très très bon professeur, qui avait fait des cours particuliers sur Kant, qui l'avait beaucoup marqué en profondeur. Alors une des erreurs qui circule le plus couramment, c'est de croire que justement qu'il était proche de Bergson. Alors il était proche de Bergson, tout simplement c'était son arrière-cousin, hein, mais il ne se fréquentait pas, mais il est aux antipodes du bergsonisme. Hein, et pour une raison très simple. Alors je n'ai pas du tout abordé cet aspect. Les fils qui traversent tout le roman, c'est la mémoire. Hein, et écrire, c'est justement mobiliser une mémoire et fixer par écrit. Mais alors, ce qui intéresse Proust, c'est la mémoire involontaire. Hein, il se passe quelque chose qui dure complètement au hasard et qui déclenche, sans que la conscience et la volonté interviennent, toute une série d'enchaînements, alors que chez Bergson, la mémoire, c'est la mémoire volontaire. C'est la mémoire, quand on cherche à se souvenir de quelque chose. Alors que chez Proust, on se souvient justement quand on n'a pas cherché. C'est toute l'histoire de la Madeleine. Hein, trempe une Madeleine dans une tasse de thé, et tout d'un coup, sans qu'il y ait... ça le replonge dans un épisode de son enfance où il a senti un goût comparable. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'est produit au hasard. Alors, bon, il y a toute une littérature sur Proust extrêmement savante, extrêmement érudite. Il y a des choses très très intéressantes dedans, mais je n'ai trouvé nulle part
Et ça m'étonne, le rapprochement avec les surréalistes. Alors qu'il est quand même, enfin en tout cas tout à la fin, hein, il est mort en 1925, il connaissait André Breton, hein, puisqu'il avait rétribué Breton dans les années précédentes, Breton qui était tout jeune, comme correcteur d'épreuves pour relire les épreuves de je ne sais plus quoi, le côté de Guermantes ou Sodome et Gomorrhe. Il n'avait d'ailleurs pas été content du tout de son travail. Hein, il avait trouvé qu'il avait laissé. Mais enfin, Breton avait lu Proust. Et quand Breton et Soupeau ont publié, je ne sais plus quoi, Les Champs magnétiques, les tout premiers poèmes automatiques, ils ont envoyé un exemplaire à Proust, qui a répondu une lettre. Alors, est-ce qu'il a lu? Oui, il cite un passage. Hein, mais il était très très bien élevé, Proust. Donc, il savait que quand il fallait remercier quelqu'un, on ouvrait quand même le livre, puis on allait chercher le petit truc qui faisait penser qu'on avait lu le livre. Mais alors, il y a un rapprochement extraordinaire, parce que lui aussi, il exploite l'automatisme. Et l'automatisme, en tant qu'il est lié à des expériences de la vie quotidienne. Hein? Tout d'un coup, il nous tombe quelque chose dessus qui nous plonge dans un autre monde. Et un autre monde qui n'est pas ailleurs, qui est ici. C'est-à-dire qu'ici, il y a aussi autre chose que ce à quoi nous nous attendons. Et de ce point de vue, il y a alors naturellement, c'est pas du tout la même, c'est surtout pas le même, parce que Proust ne pratique pas l'écriture automatique. Au contraire, il pratique l'écriture savante, retravaillée considérablement. C'est pas saisir au vol comme une espèce de journal de bord de l'inconscient. C'est pas ça qui m'intéresse. Hein. C'est de retravailler avec le grand art, le grand style, je m'étais inscrit en littérature française à la Sorbonne de l'époque. J'étais allé même passer des certificats. J'avais composé sur le pittoresque chez Apollinaire. Ça ne m'avait pas vraiment inspiré. Le comique chez Claudel. Encore moins inspiré. Et donc j'avais renoncé et je m'étais plutôt replié sur mes intérêts philosophiques. Alors à l'époque, j'avais été par miracle, là on est en plein aussi dans le surréalisme, reçu au concours d'entrée à l'école normale, enfin réputée normale et dite supérieure, et donc j'y étais. Et alors les gens qui s'occupaient des études dans cet établissement prestigieux ne savaient pas très bien quoi faire de moi, et comme je leur ai dit, non, finalement, j'ai pas envie de faire des lettres, enfin, c'est-à-dire, j'ai pas envie de passer des examens sur le pittoresque chez Apollinaire, sur le comique chez Apollinaire, je veux faire de la philosophie. Ils avaient été très embarrassés, c'est-à-dire qu'ils avaient considéré que j'allais droit dans le mur, que j'y arriverais jamais. Et le responsable des études philosophiques dans cet établissement, avec qui j'ai eu d'autres rapports par la suite, qui était Guy Althusser, et qui dirigeait les travaux des élèves, quand j'étais allé le voir pour lui exprimer justement mon choix, on m'avait dit, bon, eh bien, on va voir, vous allez me faire une dissertation, et il m'avait donné comme sujet la chose. Rapportez-moi votre livre. Vous voyez, j'étais passé du pittoresque chez Apollinaire à la chose. Et alors, naturellement, je lui avais apporté 8 jours après une dissertation qui m'avait forcé à m'arracher les cheveux de la tête, mais en même temps qui était complètement raté. Bah, écoutez, quand on commence des études, on ne peut pas savoir, quand on commence, ce qu'on devrait savoir quand on est arrivé au bout. Hein, donc, c'était pas bon. Mais justement, je voulais apprendre. Bon, alors, il m'avait dit, oh, c'est pas bon du tout, on a beaucoup de chance de ce côté-là, parce qu'à l'époque, vous savez, passer l'agrégation de philosophie, oh là là, c'était comme accéder à un sanctuaire, c'était réservé à une élite de gens supérieurement intelligents, supérieurement doués. Dans l'établissement en question, les philosophes, c'était des gens qui étaient entourés de une auréole, on ne leur parlait pas comme ça, comme on le croit
c'est donc pouvoir. Et alors prétendre s'agréger, enfin s'incorporer à ce... C'était une audace folle pour un jeune, j'avais 20 ans. Hein, et alors je m'étais obstiné. Bon, et à la fin de l'année, j'avais été recalé à tous mes examens. Hein. Mais enfin, j'avais continué quand même. Et puis finalement, ça a marché. Hein. C'est-à-dire que je les ai eus, les examens, et puis quand j'ai l'année où ça se présentait, passer l'agrégation de philosophie, bien, je l'ai eu par miracle, comme j'avais été reçu par miracle, à l'école réputée normale et dite supérieure. Et après, ben, j'ai fait ce que je n'oserais pas appeler une carrière, parce que n'est pas, point de vue pas très réussi, mais enfin, j'ai enseigné la philosophie pendant 40 ans. Bon, et apparemment, les gens à qui j'ai enseigné la philosophie en cette période n'étaient pas trop mécontents. Donc j'ai réussi à m'en tirer quand même. Alors, ça jette une lumière sur le côté complètement artificiel et contingent des clivages disciplinaires, hein, réglementaires. Par d'un côté, alors ça nous ramène à Proust, hein, on sort par la porte d'entrée sur la rue ou bien par la porte du jardin, et puis on va dans des endroits apparemment très différents, mais quand même ça finit à un certain moment à se rejoindre, hein, à interférer. Il ne faut pas se laisser impressionner. Alors j'ai peut-être été un mauvais professeur de philosophie, et j'aurais peut-être été un très mauvais professeur de littérature, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne regrette pas d'avoir fait. Alors c'est spécial la philosophie, hein, parce que telle qu'on la pratique en France, ce n'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Hein. Aux États-Unis ou en Angleterre, ça passe autrement, mais tel que ça se passe en France, ça suppose qu'on entre dans le détail de l'analyse des œuvres des grands philosophes. Et alors, les grands philosophes, il y en a à tout casser une vingtaine dans l'histoire de ce qu'on appelle la philosophie, mais ce sont des gens qui ont bâti des œuvres. Alors là, c'est difficile, il faut s'y mettre. Et puis, on n'est jamais sûr d'avoir bien compris exactement tout ce qu'ils disent. Donc, il faut vraiment faire très, très attention. Enfin, c'est spécial. Et la littérature, c'est spécial aussi, hein, mais pas du tout du même genre. Donc, en tout cas, et c'est séparé. Moi, j'aimerais bien que, je pense d'ailleurs que ça va arriver. Hein, arrivera l'époque où le programme de l'agrégation de philosophie, il y aura Le Lys dans la vallée de Balzac, Les Misérables de Victor Hugo, cette œuvre immense, hein, à la recherche du temps perdu, pourquoi pas un roman de Siménon, qui peut tout aussi bien intéresser les philosophes, hein, que la critique de la raison pure. Et dans les autres pays, vous dites que c'est différent? Ah ben en Amérique, non, parce que, alors, bon, on est dans une situation tout à fait extraordinaire, parce que, là, vous savez, la France, c'est vraiment le pays des clivages. Hein, jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'enseignement, c'était un enseignement, en gros, commun. Tout le monde faisait la même chose. Et c'est sous le Second Empire qu'on a introduit dans l'organigramme ce qui s'est appelé la bifurcation. C'était un moment capital, c'est-à-dire le moment où on a choisi de faire soit des lettres, soit des sciences. Hein, et ce n'était pas du tout la même chose. Et il y a eu 2 baccalauréats, et pas seulement un. Puis alors maintenant, il n'y en a pas 2, il y en a 36. C'est impossible de se repérer dans l'organigramme des disciplines qui sont proposées. Et alors, la question s'est posée de savoir où la philosophie allait se trouver dans ce système. Et de fait, elle a basculé du côté des lettres, de l'enseignement littéraire. Ce qui est assez extraordinaire, parce que Platon, Aristote, Descartes, Leibniz,
seulement s'intéresser aux sciences, mais qui ont joué un rôle non négligeable à leur époque dans le développement du savoir scientifique. Pour eux, philosopher et développer les sciences, c'était complètement lié. Alors en France, la philosophie est tombée du côté des lettres. Dans les pays anglo-saxons, il n'en va pas du tout de la même façon. Alors, maintenant, ça s'est compliqué avec l'apparition de ce qu'on a appelé la philosophie analytique, hein, qui est fondée sur, dont les bases se trouvent dans la logique, hein, et dans la logique mathématique, dans des modes de raisonnement savants et scientifiques. En Amérique, dans les universités, les départements de philosophie on s'occupe de choses qui ne sont pas littéraires du tout. Hein, au point que, quand les Américains ont commencé à s'intéresser à ce qui s'appelle pour eux la philosophie continentale, des gens comme Derrida, hein, qui a fait est devenu tout d'un coup l'objet d'un engouement extraordinaire de la part des étudiants. Ce n'est pas dans les départements de philosophie qu'il est allé, mais dans les départements d'humanité, c'est-à-dire de littérature. Hein, pour eux, la configuration est complètement différente. Oui, pardon. Vous parliez de ce qu'il peut y avoir de scientifique chez Platon, mais c'est aussi l'histoire des mythes, et la littérature, c'est aussi les mythes. Par exemple, il y a Scott Fitzgerald quand il parle de tendre et la nuit, l'inceste. Mais c'est bien pour ça que ces étiquettes, elles n'ont de valeur que purement circonstancielle. Si on va voir par derrière, on s'aperçoit que tout ça communique. Alors attention, ça communique, ça ne veut pas dire que ça se confond. Parce que ça n'est pas la même chose. Mais ça communique. Or, hélas, ça il faut le regretter, les systèmes d'enseignement tels qu'ils se sont mis en place les 2 siècles précédents, pour des raisons administratives, pour des raisons pragmatiques, pour que ça marche, pour que les gens s'y retrouvent, ont introduit des clivages qui empêchent ces communications de fonctionner. Et ça, c'est regrettable. Moi, personnellement, je le regrette. Mais peut-être que l'étude des philosophes, des histoires, peut enclencher cette passion pour une diversité, pour la littérature, etc. La preuve, moi, la question m'a paru étonnante. Moi, c'est la question qui m'a paru étonnante. Peut-on faire de la philosophie avec du roman? Pour moi, c'est évident. Ben oui, mais... George Orwell, 1984, en fait, tout, le Pessoa, l'intranquillité. Et quand vous dites que... Alors, peut-être que c'est une version, une façon d'étudier la philosophie de façon très scolaire, etc. Mais pour moi, la philosophie, c'est aussi le goût de la complexité, du contradictoire, du paradoxe, de se confronter à l'incertitude, du vivant. Voilà, oui, je suis entièrement d'accord avec vous, je partage entièrement ce point de vue, mais je vous assure que dans mon milieu professionnel, justement, moi j'ai soutenu une thèse sous l'intitulé « À quoi pense la littérature ?» et bien j'étais pas très prise au sérieux par la corporation, par l'environnement. Je faisais des choses distrayantes pour amuser les étudiants, mais qui éludaient les vrais problèmes philosophiques de fond. Hein. Et si je franchis l'Atlantique et si je vais en Amérique, ce que je peux garder le bien de faire, et si je prétends aller parler dans une université américaine à quoi pense la littérature, peut-on faire de la philosophie avec du roman, on me refusera l'entrée dans les départements de philosophie et on me renverra dans les départements de littérature. Alors, dans les départements de philosophie, on s'intéresse à des questions comme est-ce que le café est sucré dans la tasse ou dans ma bouche? C'est un problème très complexe. Hein, très complexe.